Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, nous allons nous poser la question de ce que vaut l'aéronautique navale chinoise. Il y a beaucoup de promotions en ce moment pour le recrutement. Il y a leur troisième porte-avions qui a pris l'eau il n'y a pas très longtemps. Il n'est pas encore opérationnel. Mais l'idée, aujourd'hui, c'est quoi? C'est dans un premier temps de reprendre un petit peu de recul, de nous poser la question de quelle est l'importance de l'aéronaval, surtout en 2023, la place de l'aéronaval. Ensuite, dans un deuxième temps, de regarder un petit peu plus en détail ce que vaut l'aéronaval chinoise à l'instant T, quels sont ses plans. Et ensuite, dans un troisième temps, on va regarder de manière un petit peu plus concrète quelles sont leurs problématiques. La vidéo qui est derrière en illustre bien une, à savoir la problématique RH, celle du recrutement. Nous allons voir à quel point c'est lié aux armées qui se modernisent. Et c'est tout ça, juste après que je vous ai présenté notre sponsor. Un sponsor aujourd'hui qui est World of Warships, que vous connaissez bien, qui est cœur domaine. Pourquoi? Parce qu'il s'agit de pouvoir prendre un navire et pouvoir aller au combat avec, que ce soit un navire classique ou un porte-avions. Il est possible de faire des raids avec des porte-avions dans cet excellent jeu, dont les graphismes sont absolument superbes et qui peuvent être très sympas tout seul, en ami, en famille. Moi, par exemple, mon fils aime bien y jouer. Donc, c'est moi qui tire, c'est lui qui navigue le bateau. Vous avez donc plus de 500 navires qui appartiennent à 11 nations différentes. Et ce qui est top, c'est que c'est un jeu gratuit, mais vous pouvez faire des achats à l'intérieur du jeu. Et ce qu'on vous propose, avec le lien qui va s'afficher juste en dessous, c'est d'avoir accès à un pack d'une valeur de 25 € pour les personnes qui s'inscrivent pour la première fois à ce jeu. Ça vous donne 500 doublons, ça vous donne 7 jours en premium, 2 millions de crédits, un bâtiment de niveau 4 et 6 super compétences pour votre capitaine. Donc zéro excuse, le lien est juste en dessous et on se retrouve pour un combat maritime. Allez, sail safe. Roger ball. Alors commençons avec l'importance de l'aéronaval. Mais l'aéronaval, ça date de quand? Ça date du 14 novembre 1910, lorsque Eugène Ely décolle de l'ISS Birmingham sur le biplan Curtiss, qui est en fait le premier navire à pouvoir accueillir un avion. Derrière au combat, on a vu l'aéronaval lors de la première guerre balkanique en 1913 et derrière lors de la révolution mexicaine en 1914. La première catapulte à air comprimé, elle date de 1912. Qu'est-ce que cela permet de faire? De propulser un avion plus lourd. Et le premier navire à en être équipé, c'est le HMS, Her Majesty Ship, donc c'est britannique, Furious. Rapidement, on a les premiers porte-avions, comme on les entend, qui commencent à arriver, avec le HMS Argus, encore des Anglais. Derrière, vous avez l'USS Langley, qui malgré son nom, c'est américain. Et derrière, le français, le Béarn. Béarn qui a d'ailleurs donné son nom à des bâtiments sur la base de l'enveloppe poulmique. Tout cela, ça arrive après la Première Guerre mondiale, entre 1918 et 1922. Le premier raid purement aéronaval, on en a parlé sur cette chaîne, on a fait une vidéo spéciale, c'était le 11-11-40 à Tarente, aussi appelé la nuit de Tarente, avec des Swordfish britanniques qui attaquent une base maritime italienne. Événement qui a été très observé par les Japonais, qui ont même envoyé des observateurs. Et l'autre grand raid fait par l'aéronaval, vous le connaissez tous, 7 décembre 1941, une date à jamais frappée d'infamie, c'est Pearl Harbor, l'attaque sans déclaration de guerre préalable de Pearl Harbor par les Japonais. Hasard ou pas, les porte-avions américains n'étaient pas présents à Pearl ce jour-là, ce qui n'a pas autant impacté la marine américaine que ce que les Japonais auraient voulu. Derrière, dans le Pacifique, il va y avoir de nombreuses batailles entre porte-avions, la mer de Corail, Midway, Leyte. Et ce qu'il faut savoir, c'est que les porte-avions à cette époque-là étaient déjà très costauds. Le Shukaku, par exemple, il a fait entre 41 et 1944, cette classe-là, c'est 25 000 tonnes, 1600 hommes pour mettre ça en œuvre et 84 aéronefs. La classe Essex, il y en a 24 qui ont été fabriqués, opérationnels à partir de 1942, 27 208 tonnes, 2682 membres d'équipage pour 91 aéronefs à bord. Et l'Ark Royal britannique, entre 1938 et 1941, 22 000 tonnes, 1500 membres d'équipage pour une soixantaine d'aéronefs. Les États-Unis en 1941 ont 9 porte-avions
ils finissent la guerre avec plus de 95 porte-avions. Attention, ce n'est pas tous des gros porte-avions. Vous avez des porte-avions lourds, des porte-avions moyens et les porte-avions légers ou d'escorte. Et je vous invite à regarder un petit peu la flotte militaire américaine qui était au large du Japon en 1945. Vous allez voir, c'est absolument monstrueux. Et c'est tout un pan de l'histoire qu'en Europe, on connaît mal. On connaît très bien la Seconde Guerre mondiale du côté européen. Il s'est passé énormément de choses dans le Pacifique, énormément de pertes américaines, pertes et combats américains qui expliquent en partie la géopolitique à l'heure actuelle dans cette partie du monde, en Asie, et pourquoi les Américains sont si proches de la Chine d'un point de vue géographique et pourquoi ils ont autant de bases juste en face de la Chine. Mon petit retour historique ne serait pas complet si je n'allais pas insister, il faut parfois déterrer un petit peu l'histoire sur certains points qui peuvent faire mal. Comme vous le savez, OSS 117 qui disait que le général de Gaulle a bien dit que toute la France a résisté. Enfin, Armand, le général de Gaulle n'a-t-il pas dit que toute la France avait été résistante? En effet, il l'a dit. Et le 7 mai 1942, à bord de son Morane Saulnier 406, un héros de l'aviation française, Jean Azolan, il décolle et il se retrouve avec ses deux équipiers, donc à 3, face à 9 martelettes qui ont décollé du HMS Illustrious. Nous sommes en 42, nous sommes au large de Madagascar, de Diego Garcia pour être précis, et les Français de Vichy se battent à ce moment-là contre les Anglais. Et le 7 mai 1942, vous avez des pilotes de l'aéronavale britannique qui abattent l'avion de Jean Azolan, qui a été rendu célèbre pour avoir fait la liaison entre les États-Unis et la France à bord de l'Oiseau Canari, qui est détruit. Lors d'une passe avant, le pilote est tué, son avion prend feu et s'écrase. Ses deux coéquipiers seront également abattus et un martelette, un avion anglais, sera perdu. Donc c'est du 3-1 sur ce combat-là, où les Français étaient beaucoup moins nombreux que cette force aéronavale avec le HMS Illustrious. Alors on a parlé des débuts de l'aéronavale, on a parlé de la Seconde Guerre mondiale, on a parlé un petit peu de 2-3 détails historiques. Que font les porte-avions depuis la Seconde Guerre mondiale? Depuis la Seconde Guerre mondiale, les porte-avions, c'est un vecteur politique, un vecteur de puissance. Le droit international vous autorise à venir à 12 nautiques, une vingtaine de kilomètres, de n'importe quelle côte. Or, près de 90% de la population mondiale vit proche de la mer. Ça veut donc dire que lorsque vous avez un porte-avions ou un porte-aéronef, porte-avions, catapulte, brin d'arrêt, porte-aéronef, vous pouvez avoir des brins d'arrêt mais vous n'avez pas de catapulte, vous avez cette capacité d'amener une force conventionnelle, mais également éventuellement nucléaire si vous avez l'arme nucléaire, comme c'est le cas de la force française et du Charles de Gaulle, à 21 km d'une capitale ou d'un pays. À partir de là, vous pesez, et comme on aime à le rappeler en ce moment, souvent on fait la guerre lorsqu'on n'a plus moyen de faire de la politique, et le fait d'amener, de prépositionner votre porte-avions vous permet souvent de refaire un tour de politique, parce que vous montrez les muscles. Donc la raison d'être d'un porte-avions est surtout politique, elle permet de montrer une puissance et d'éviter la guerre, c'est donc de la dissuasion conventionnelle si vous n'avez pas d'arme nucléaire, ou conventionnelle et nucléaire si vous êtes doté d'armes nucléaires. Alors que notre monde est en plein réarmement, il suffit de regarder quel pays dispose à l'heure actuelle de porte-avions ou de porte-aéronefs, vous allez vite comprendre. Les États-Unis ont un peu plus d'une dizaine de porte-avions, une dizaine également de porte-aéronefs sur lesquels ils ont des Harrier, et ils sont en train de mettre de plus en plus de F-35B, B pour Boat, décollage et atterrissage vertical. Le C, je vous rappelle, c'est pour Carrier avec l'US Navy et les catapultes. Et vous avez l'Italie, l'Angleterre avec 2 porte-aéronefs, les Turcs, vous avez l'Inde, vous avez forcément la Chine, mais vous avez également le Japon, tous ces pays qui cherchent à acquérir des capacités de projection de puissance. Projection de puissance qu'il a quand même un talent de la Chine, c'est toute votre chaîne d'approvisionnement et de maintien de conditions opérationnelles et de matériel pour votre groupe aéronaval. Un groupe aéronaval qui va à l'autre bout du monde, il faut pouvoir lui donner du carburant, il faut pouvoir nourrir son équipage, il faut pouvoir entretenir les aéronefs. Donc la logistique est extrêmement importante dans la marine, d'où l'importance des pétroliers ravitailleurs et de les protéger. Alors pourquoi est-il important pour les Chinois d'avoir cet aéronaval? La Chine est considérée comme une puissance continentale, il va falloir qu'elle arrive à devenir une puissance maritime pour pouvoir justement protéger ses intérêts, parce que je vous rappelle, une armée, c'est là pour protéger une nation, protéger des citoyens, mais également protéger les intérêts. On l'a bien vu avec les Américains ces 30 dernières années, la Chine a donc cette volonté de développer son armée afin de pouvoir protéger ses imports, ses chaînes d'approvisionnement
et pouvoir maîtriser la mer autour d'elle. La problématique de la Chine, d'un point de vue géographique, c'est qu'il y a la mer de Chine, qui est pour certains considérée comme une sorte de mer intérieure, mais une mer où il n'y a pas beaucoup d'eau. Si vous voulez accéder vraiment à l'océan, il faut passer de l'autre côté de ce que les Américains appellent la première chaîne des îles, First Island Chain, dont nous reparlerons dans une vidéo dans les prochains mois, qui est très importante. Mais il y a cette différence. Donc réussir à quitter la marine d'eau marron, si on peut dire, pour aller vers une marine d'eau bleue, bleu qui est voilà, marron, vous êtes tout proche des côtes, bleu, vous êtes vers le grand large, et ce qui permet cette projection de puissance. À partir de là, eh bien, les Chinois, très tôt, ont commencé à s'intéresser à la chasse embarquée. Ils ont, dans un premier temps, essayé de récupérer du porte-aéronef ukrainien, soviétique pour être précis, et ils ont réussi via une manipulation assez intéressante où eh bien, le sister ship, le clone, si on peut dire, du Kuznetsov, qui est le porte-aéronef russe, a été acheté à des fins de devenir un casino, 20 millions de dollars pour Macao, et au final, eh bien, il s'est retrouvé entre les mains de l'armée chinoise. L'armée chinoise qui a bien regardé, qui a bien appris, qui a bien décortiqué tout ça, qui en a fait son premier porte-aéronef, pardon. Ensuite, derrière, un peu comme les Indiens, ils se sont dit on va faire le nôtre en fabrication 100% locale. Et derrière, eh bien, ils ont changé de catégorie. Ils sont passés des petits porte-aéronefs à du super porte-avions qui apparemment aurait une technologie de catapulte électrique, exactement comme la nouvelle classe des porte-avions américains, l'USS Ford. En parallèle de tout ça, vous avez une logique de développement et vous avez maintenant une base militaire à Djibouti, là où nous avons la France, eh bien, il y a une grande base chinoise également, et l'Afrique est de plus en plus sous influence chinoise, ce qui leur permet d'avoir ces fameux points de ravitaillement un petit peu partout, ce qui servira ce développement de leur marine. Alors si on veut rentrer un petit peu dans le détail des porte-avions, on a donc le Liaoning de 2011, qui est le tout premier, donc comme je vous ai dit, qui était l'ukrainien, soviétique, qui ensuite a été récupéré. Lui, il a eu les premiers appontages à partir d'à peu près 2011-2013, donc début des années 2010. Première mission dans le Pacifique en 2016, donc vous voyez, ça prend du temps. Et derrière, le deuxième porte-avions qui est le Shandong 2019, et vous avez le Fujian, 80 000 tonnes, qui est sorti en mer en 2022, qui est vraiment dans les balbutiements, il n'est pas du tout terminé à l'heure actuelle. Mais vous voyez bien, 2011, 2019, 2022, c'est beaucoup de bateaux, et il faut donc beaucoup d'avions. Beaucoup d'avions, ça veut dire quoi? Au vu de cette flotte-là, on sera à peu près sur 130 aéronefs embarqués nécessaires à minima, ce qui veut dire environ 200 pilotes. À l'heure actuelle, les Chinois utilisent du Sukhoi 33 version chinoise, qu'ils appellent le J-15, le Flying Shark, le requin volant. Pour la petite histoire, un requin ne peut jamais s'arrêter. S'il s'arrête, il meurt. Il faut toujours qu'il avance. C'est pas rien de dire que c'est le Flying Shark. À partir de là, eh bien, le J-15, qui est donc une version sous licence au début et après un copie-coller un petit peu du Sukhoi 33, ce n'est pas l'avion avec lequel ils veulent développer leur aéronaval. Ils sont en train de travailler sur le J-20, le Mighty Dragon, qui sera un avion furtif, mais on n'a pas encore vu les versions aéronavales. Il faut renforcer le train, il y a pas mal de travail. Et surtout, c'est un avion plus lourd. Bref. Et vous avez également le FC-31, qui serait une sorte de condensé du F-35. Je vous rappelle qu'il y avait une fuite d'informations via un sous-traitant australien sur des plans du F-35, et quelques années après, on a vu arriver le FC-31, qui ressemble beaucoup en design à cet avion furtif américain. Dans tous les cas, les pilotes chinois, d'abord, en premier temps, ils font du JL-9G, et après, derrière, ils font du J-15. Le J-15, il y a un avion monoplace qui existe en biplace. Ils auraient pu en faire un J-15S, qui aurait pu être un avion d'entraînement, mais apparemment, ils ont pris le choix de faire un J-15D pour faire un avion biplace de guerre électronique, un petit peu comme le Growler américain. Ce que l'on sait à l'heure actuelle, c'est que les Chinois ont une capacité à faire de la chasse embarquée tout temps, de jour comme de nuit, et également des capacités à faire du ravitaillement buddy-buddy, donc entre aéronefs, également de jour comme de nuit. En termes d'armement, ils ont des armements qui, sur le papier, ont l'air proches de ce qui se fait en Occident, avec des missiles Fox-3, tirés-oubli, de gros missiles anti-surface, de gros missiles air-sol également. Initialement, leurs pilotes venaient de l'armée de l'air et ils les ont transformés sur la chasse embarquée. La chasse embarquée, c'est quelque chose de très spécifique, c'est un état d'esprit particulier, ce sont des méthodes particulières. Et ils ont donc en 2017 ouvert une académie navale pour avoir leur propre cursus de pilotes de chasse embarqués, comme les Américains, comme les Français. Toujours est-il, leur problème, qu'est-ce que c'est? C'est avoir assez de pilotes. Pourquoi est-ce que dans un pays aussi gros, ça peut poser un souci? Eh bien parce qu'il faut un gros taux d'encadrement pour former un pilote. Former un pilote de chasse
Omnirole sur ces avions modernes, c'est à peu près 10 ans, voire 12 ans de cursus, avec en permanence 2, 3, 4 instructeurs autour de vous. Ça veut donc dire qu'on a un taux d'encadrement, un taux de renouvellement dans les générations qui est assez faible. Si pour votre entraînement, il faut en vol être avec un instructeur, il vous forme vous, mais il ne peut pas former 3-4 personnes en même temps. Et lui, il y a un moment, c'est un instructeur, où il va être trop vieux pour faire ce métier, où il va partir. Donc nous sommes sur des métiers tellement complexes que la transmission vers la génération d'en dessous, la capacité à scaler, si vous voulez parler d'entrepreneur, est très difficile. Pourquoi? Parce qu'il faut beaucoup d'entraînement artisanal, et cet entraînement artisanal, on ne peut pas le faire de manière exponentielle. Donc on voit bien dans ces clips de promotion qu'il y a des simulateurs de vol, que lors de ces séances de simulateurs, vous avez plusieurs élèves pour un seul instructeur qui encadre, mais dès que vous êtes en vol, eh bien, ce n'est plus le même problème. Dès que vous mettez le porte-avions à disposition et que vous entraînez vos hommes à apponter, vous ne pouvez pas accepter des flux de formation énormes. C'est un talon d'Achille dans les armées occidentales, surtout avec l'arrivée des avions Omnirole, ce qui a amené des soucis également dans l'armée américaine qui, à un moment, il leur manquait 2000 pilotes de chasse, ce qui a amené, avant le Covid, des tensions RH dans l'armée française également. Et ce qui est très vrai, et ce qui est un des facteurs limitants à l'heure actuelle pour les Chinois, c'est bien de produire, mais c'est mieux d'avoir du personnel formé, qualifié et compétent à mettre dans les aéronefs. Et c'est là toute leur difficulté, difficulté que l'on peut facilement transposer à l'Ukraine, que l'on peut facilement transposer à la Russie, et que l'on peut facilement transporter aux armées occidentale si un jour nous avions ce besoin de remonter notre volume d'armée pour pouvoir regrossir nos rangs. À ce moment-là, notre talon d'Achille, au-delà de la capacité à produire de l'armement, serait notre capacité à produire du personnel formé, compétent pour mettre en œuvre cet armement. Et c'est pour ça que j'insiste autant, par exemple, sur les livraisons de canons César ou d'autres systèmes. La difficulté souvent n'est pas la livraison en soi du matériel, c'est le maintien de la compétence des ressources humaines et de la régénération organique pour nos opérateurs de César derrière qui peut en être affecté. Et il est très facile de réduire le volume d'une armée, il est beaucoup plus difficile de grossir ce volume d'armée, ce qui nous fait dire que oui, la Chine est très agressive sur son plan de développement, mais qu'à, on va dire, un horizon de 10 ans minimum, il y a peu de chances qu'il y ait des grandes choses qui se passent parce qu'ils ont toute cette inertie dans cette courbe de croissance exponentielle. Par contre, j'ai bien dit exponentielle, ce qui veut donc dire une courbe qui progressivement est lente et ensuite accélère. Pourquoi? Parce qu'au moment où ils vont réussir à atteindre une certaine masse critique, leur montée en puissance n'en sera que plus facile et justement exponentielle. Donc tout le danger, toute la difficulté est de savoir à quel moment ils vont pouvoir vraiment atteindre ce seuil de transformation, si je puis dire, seuil de transformation qui, un peu à l'image de la post-combustion, risque de laisser tous les pays compétiteurs sur les mers qui n'ont pas anticipé derrière, au chou, derrière l'avion, et se retrouver dans une gamme complètement différente. Donc si nous ne voulons pas nous retrouver laissés derrière, il va falloir à un moment, nous aussi, accélérer, mettre plein gaz. Et à l'heure actuelle, on avait un débat là sur un deuxième porte-avions, oui, non, non, oui, là peut-être qu'un seul. Il ne faut pas oublier qu'à l'autre bout du monde, ce n'est pas le genre de questions qui se posent, mais les questions, les problématiques qu'ils ont, c'est comment on va faire pour former assez rapidement les gens à mettre dans le matériel qu'on produit en masse. Voilà. Dans tous les cas, si vous voulez vous détendre, un petit World of Warship, ça détend, je ne sais pas de vous faire peur, vous inquiétez pas, nous sommes en paix, mais es-tu prêt à vivre avec les conséquences de ton manque de préparation? S'il y a une chose qui est sûre, c'est que pour rester en paix, il faut être prêt à faire la guerre. Allez, fly safe.